Nous sommes à 35 000 pieds au-dessus de la mer du Japon. Korean 007, veuillez répéter, veuillez répéter. On a subi une décompression brutale. On descend à 10 000 pieds. Soudain, un équipage coréen se retrouve en situation de détresse. Aérofrein sorti. Ils ne maîtrisent plus leur Boeing 747 avec 240 passagers à bord. En quelques heures à Washington, s'est répandue la rumeur selon laquelle les Soviétiques auraient été impliqués. Pour la première fois, un accident aéronautique se transforme en crise ouverte entre les États-Unis et l'Union soviétique, avec un risque réel, celui de déboucher sur un conflit entre les deux pays. Voici l'histoire du vol Korean 007. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la lanière. Descente d'urgence. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la lanière. Descente d'urgence. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la lanière. « 1er septembre 1983, il est un peu plus de 2 heures du matin en heure locale et tout va bien à bord du 747 de la Korean Airlines. Korean 007, verticale de Nippy, estimation de survol de Noka à 1286132,0. Le vol 007 a quitté New York il y a maintenant plus de 13 heures. Après une courte escale à Anchorage, en Alaska, il a redécollé pour sa destination finale, Séoul, en Corée du Sud. Le commandant de bord, Chan Bung-in, travaille depuis 11 ans pour Korean Airlines. Auparavant, durant une dizaine d'années, il a servi dans l'armée de l'air sud-coréenne. Ce dernier tronçon de vol est uniquement maritime puisqu'il s'agit de survoler le Pacifique Nord. Et comme d'habitude, une fois en croisière, l'équipage n'a rien d'autre à faire que de surveiller le bon déroulement du vol. Mesdames et messieurs, un petit déjeuner va vous être servi avant notre atterrissage à Gimpo, qui aura lieu dans environ 3 heures. Pour de nombreux passagers, Séoul n'est pas leur destination finale, juste une escale. Par exemple, Mary-Jane Hendrick est en correspondance pour Tokyo, au Japon, où elle doit débuter une nouvelle vie. Ma sœur Mary Jane avait trouvé un emploi. Une société automobile l'avait engagée. Elle était exactement la personne qu'il leur fallait pour leur société à Tokyo. Elle partait donc pour entamer un tournant dans sa carrière. Sur la même trajectoire et à une quinzaine de minutes derrière, se trouve un autre vol de la Korean, le numéro 015 qui lui aussi va à Séoul. Korean 007 ? Je vous écoute, Korean 015. Quoi de neuf? En croisière, les heures sont longues, et les équipages des deux avions tuent le temps en discutant et en échangeant des informations. Nous bénéficions d'un vent arrière assez fort. De combien de nœuds ce vent? De 35 nœuds dans le 040. Pour profiter du vent et gagner du temps et du carburant, le commandant décide de monter au même niveau de vol que son collègue derrière lui. Tokyo, contrôle de Korean 007. Korean 007, ici Tokyo. 007 demande autorisation de monter au niveau 350. Compris, ne quittez pas.
Korean 007, montez et maintenez au niveau 350. Compris, Korean 007. On monte et on maintient au niveau 350. L'avion est en pleine montée lorsque soudain une explosion retentit. Que s'est-il passé? Réduis les gaz au minimum. On sort le train. Train d'atterrissage. L'avion semble devenu incontrôlable et accélère sa montée. Le commandant essaie alors de sortir le train pour ralentir l'appareil. On gagne de l'altitude. On gagne de l'altitude. Je sors les aérofreins. Je n'arrive pas à descendre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Paramètres moteurs normaux, commandant. Commandant! C'est une décompression brutale. Tokyo, contrôle de Korean 007. Korean 007 de Tokyo. On a subi une décompression brutale. On descend à 10 000 pieds. Korean 007, veuillez répéter, contrôle radio sur 10048. Attendez, attendez, attendez! Korean 007 de Tokyo. Quelques instants plus tard, le vol 007 et ses 269 passagers et membres d'équipage disparaît de l'écran radar du contrôle de Tokyo. Korean 015, pouvez-vous établir un contact avec Korean 007? Quelle est votre position? À défaut de réponse du 007, le contrôleur tente de joindre les autres centres de contrôle, au cas où l'avion ait changé de fréquence. Je n'arrive plus à contacter le Korean 007. Les Japonais contactent même les Soviétiques, en vain. À Séoul, la nouvelle de la disparition du vol 007 se répand rapidement. Et avec elle, une terrible angoisse pour les familles des passagers. La société pour laquelle Mary Jane devait travailler avait téléphoné pour dire que l'avion n'était pas arrivé et qu'il y avait sans doute eu un souci. Mais à ce moment-là, on ne savait encore rien de précis. On se demandait s'il avait été obligé d'atterrir ou s'il s'était écrasé. En quelques heures, la rumeur s'est répandue selon laquelle les Soviétiques auraient été impliqués. Une histoire terrifiante basée sur les écoutes secrètes des Américains qui, à l'époque, espionnaient 24 heures sur 24 les communications des Soviétiques. Au moment de la disparition du vol 007, les soldats américains ont entendu ce qu'ils ont, dans un premier temps, pris pour un exercice de routine de la part des Russes. Alors, les Soviétiques auraient-ils abattu de sang-froid un avion civil? La chose paraît absurde. Et pourtant, rapidement, les autorités américaines en sont persuadées. Le lendemain matin, George Shultz, le secrétaire d'État du président Reagan, fait une déclaration sans ambiguïté. Les États-Unis sont révoltés par cette attaque. Le bilan humain semble lourd. Cet acte scandaleux ne souffre pas la moindre excuse. Ça semblait impossible, simplement impossible. Comment auraient-ils pu tous périr? Qu'est-ce que ça veut dire? Il devait y avoir une raison. En ce début septembre 1983, nous sommes en pleine guerre froide. L'Union soviétique est une superpuissance qui contrôle la Russie, une partie de l'Asie centrale et l'Europe de l'Est. Et surtout, l'Union soviétique est le principal ennemi des États-Unis, dirigé alors par Ronald Reagan.
Les relations étaient tendues, mais personne n'imaginait à quel point elles étaient dangereusement tendues. Dans un premier temps, Moscou nie toute responsabilité dans la catastrophe du vol 007. Selon la première version présentée par Moscou, l'avion aurait fait une irruption. Ils auraient tenté de l'intercepter en vain et il serait reparti. Mais Moscou ne peut longtemps tenir cette position et finit par avouer. Oui, un chasseur soviétique a bel et bien abattu l'avion, et pour de très bonnes raisons. Les soviétiques pensaient qu'il était en mission secrète, transportant sans doute des instruments, des appareils photo, des enregistreurs, etc. D'après les Russes, le vol 007 s'était introduit clandestinement dans l'espace aérien soviétique à des fins d'espionnage sur ordre du gouvernement américain. Washington, de son côté, dément formellement. Le vol 007 était un vol sud-coréen et civil. Rapidement, la tension monte entre les deux grandes puissances. C'est au cours de cette année, ainsi que la précédente et de la suivante, que nous nous sommes le plus rapprochés d'une éventuelle guerre déclarée. Au moment où, des deux côtés, mais plus particulièrement du côté soviétique, on se préparait à une attaque. L'affaire envenime sérieusement les relations internationales et risque de mettre en péril les négociations sur le désarmement nucléaire. Pour tenter de calmer le jeu, il n'y a qu'une seule solution. Déclencher le plus rapidement possible une enquête impartiale. L'ONU saisit alors l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'OACI met à disposition une équipe d'enquêteurs neutres qui peuvent traiter avec les parties concernées de manière neutre. Cash Rostel rejoint l'équipe internationale d'enquêteurs en charge du vol 007. Face aux deux grandes puissances, ils vont être soumis à une très forte pression et une obligation de résultats rapides. Le plan de vol de l'avion sud-coréen aurait dû théoriquement le maintenir éloigné de l'espace aérien soviétique. Il n'y a donc que deux hypothèses. Soit les Russes l'ont abattu dans les eaux internationales, soit l'avion a dévié de sa trajectoire initiale. Mais en l'absence des boîtes noires, il est bien difficile de trancher. L'absence des enregistrements de données de vol et de conversation, c'est quelque chose de très pénalisant dans une enquête. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon mobilisent leurs marines pour tenter de retrouver les précieuses boîtes noires. Mais ils ne sont pas les seuls à les rechercher. Le 1er septembre, nous avons reçu l'ordre de nous rendre à l'endroit où le Boeing s'était écrasé et de nous mettre à la recherche de l'épave. C'est une véritable course contre la montre. Les Américains savent qu'ils ne connaîtront jamais la vérité si les Russes trouvent en premier les boîtes noires. Les deux adversaires s'accusent des pires manipulations. Les États-Unis accusaient ouvertement les Soviétiques de faire barrage à leurs navires et de lâcher de fausses balises pour dévier les appareils d'écoute des véritables balises. Les Soviétiques affirment de leur côté avoir abattu le vol 007 alors qu'ils survolaient l'île de Sakhaline sur leur territoire. Si c'est le cas, le vol 007 aurait largement dévié de son couloir aérien normal, la route R20. Au-dessus du Pacifique Nord, il y a différentes voies aériennes, chacune avec un nom. La R20 était la plus rapprochée du territoire aérien soviétique. On la surnommait la Red Route 1. C'était la plus proche. Tout le monde savait ou était censé savoir qu'il fallait prendre des précautions particulières en empruntant. Pour les enquêteurs, il est rapidement évident que l'équipage ignorait survoler une zone interdite. Selon les coordonnées transmises, ils suivaient leur trajectoire. Le contrôleur aérien japonais fut le dernier à communiquer avec le vol 007 et il confirme aux enquêteurs que tout paraissait normal. Korean 007, vertical Nipi. Estimation de survol de Noka à 1826132, 2,0. L'équipage a confirmé au contrôle qu'il suivait bien le couloir R20. En fait, rien ne le prouve. Comme souvent au-dessus des océans, les vols se font hors couverture radar. Le contrôleur japonais n'avait donc aucun moyen pour vérifier la position réelle de l'avion.
L'équipage a pu commettre une erreur de trajectoire sans que personne ne s'en aperçoive, sauf les Russes. Cette dernière hypothèse se trouve renforcée par l'interrogatoire de l'équipage de l'autre vol de la Coréenne, le 015, qui suivait la même route à un quart d'heure d'intervalle. Dites-moi plus sur les conversations entre le 007 et vous. Le commandant du deuxième vol relate une conversation étrange avec l'équipage du 007. Nous bénéficions d'un vent arrière assez fort. De combien de nœuds ce vent? De 35 nœuds dans le 040. On a toujours un vent de face de 15 nœuds ici. Il aurait pu avoir un vent de face en étant là? À cet endroit de l'océan, il est très peu probable que des vents contraires affectent deux avions aussi proches. Les enquêteurs sont intrigués. Mais faute de boîte noire, ils ne peuvent toujours pas connaître la position exacte du premier 747 au moment de cet échange radio. Cela rendait les choses très difficiles, dans le sens où il nous manquait des informations auxquelles, en temps normal, j'aurais dû avoir accès en tant qu'enquêteur. L'enquête va avancer grâce à la coopération de l'armée américaine. Le Pentagone décide en effet de fournir aux enquêteurs les enregistrements pour la zone du crash du radar passif. Il s'agit d'une toute nouvelle technologie, ultra secrète, permettant aux États-Unis de surveiller dans le monde entier le trafic aérien, qu'il soit civil ou militaire. Et ces informations sont d'une clarté limpide. Le vol 007 était en fait très au nord de la trajectoire prévue, et ce, dès le début de sa traversée transpacifique. Au moment où le Boeing 747 a été abattu, il se trouvait à presque 600 km au nord de sa route normale et en plein espace aérien soviétique. Les Russes avaient donc dit la vérité. À partir de là, il a fallu déterminer pourquoi il avait autant dévié de sa trajectoire. Et pour répondre à cette question, les enquêteurs se concentrent sur l'INS, la centrale inertielle. Avant l'arrivée du GPS, c'était le principal instrument de navigation sur les avions de ligne. L'INS installé sur cet avion, comme sur la plupart des appareils à l'époque, avait une précision d'un demi-mille de dérive par heure. C'est très précis. Il vous conduisait là où vous vouliez. Le système INS se base à la fois sur les mouvements de l'avion qu'il enregistre et sur les points de cheminement programmés par l'équipage. Le principe consiste à entrer 9 points de navigation. C'est ainsi qu'on le programme. 5-9 degrés, 1-8.0 nord. À chaque point de cheminement correspond des coordonnées géographiques précises, et souvent un nom pour le matérialiser comme Bethel, Niva ou Nipi. Logiquement, l'INS du vol 007 a été programmé dès le départ pour suivre la bonne route. 5-9 degrés, 1-8.0 nord. 8h49, cap programmé 270. Le plan de vol initial aurait-il été modifié à la dernière minute à Anchorage? Cash Frostel récupère l'enregistrement des échanges radio entre la tour d'Anchorage et le vol 007 alors au départ. Korean Air 007, prenez de l'altitude et maintenez à 9500. 37, virage à droite à 010. Tout s'est déroulé de manière routinière, du début à la fin. Il n'y a rien eu d'exceptionnel au décollage, ou lors du roulage au sol, ni lors de la préparation du vol. Rien donc de ce côté-là. Ensuite, l'avion a décollé normalement et s'est engagé au-dessus du Pacifique. Mais visiblement, il n'est jamais passé à la verticale de son premier point de cheminement. Dès le départ et durant 5 heures, il semble dériver vers le nord. Pourquoi? Le seul espoir de trouver l'explication réside dans les boîtes noires, toujours au fond de l'océan, malgré les recherches intensives. Des recherches suspendues au bout de 10 semaines. L'avion lui-même, l'endroit où il était, en combien de morceaux, tout ça restait sans réponse. L'enquête s'enlise. Carl Frostel demande alors l'aide du constructeur de l'avion, la firme Boeing. Les États-Unis et Boeing ont proposé de simuler le trajet emprunté par le vol 007.
Nous nous sommes adressés à Boeing à Seattle et ils ont effectué des simulations. Point de cheminement numéro 2, 5,9 degrés. 1,8.0 nord. Reconstituer le vol 007 au simulateur permet aux enquêteurs d'abandonner certaines hypothèses. Au final, il reste peu d'explications plausibles. L'une d'entre elles serait une erreur de programmation des points de cheminement dans l'INS. 47.1 nord. Normalement, le copilote est censé entrer les points de cheminement et le commandant vérifier que les bons chiffres ont été insérés. 6,0 degrés, 47.1 nord. Validé. Une erreur dans la programmation de l'INS aurait pu conduire l'avion à violer l'espace aérien soviétique. Mais il existe une deuxième hypothèse, moins probable toutefois. Dans ce cas, l'équipage, après avoir programmé le système de navigation, aurait tout simplement oublié de le mettre en route au début du vol. Après le décollage d'Anchorage, l'appareil aurait été guidé par un cap magnétique constant pour suivre sa trajectoire. C'est une procédure standard. L'INS, le système de navigation, est enclenché par les pilotes après le décollage, une fois l'avion en vol. À ce moment-là, il indique la route à suivre pour rejoindre le premier point de cheminement. Et s'ils avaient oublié de déconnecter le mode de maintien de cap magnétique, l'avion aurait continué en direction de l'espace aérien soviétique. Faute d'enclencher le système de navigation, le pilote automatique aurait donc maintenu l'avion sur son cap initial. À l'origine, quelques degrés d'écart, mais qui, au fil des heures, vont se transformer en centaines de kilomètres. En même temps, le commandant avait des milliers d'heures de vol et un tel oubli, ne pas commuter le pilote automatique sur l'INS, serait une erreur surprenante de sa part. De toute manière, faute de boîte noire, Cash-Rostel en est réduit aux hypothèses. Et le plus difficile à comprendre reste tout de même la décision des Soviétiques d'abattre purement et simplement un avion civil, quitte à risquer de déclencher un conflit. Les Soviétiques ont eu recours à une arme fatale pour réprimander l'intrus. Cela revient à abattre le livreur de journaux devant chez vous, de peur qu'il ne s'introduise dans votre maison. Comment justifier cette réaction surdimensionnée? L'armée américaine va peut-être apporter aux enquêteurs un embryon d'explication. Cette nuit-là, dans la même zone, il y avait bien un avion espion. Ce n'était pas le vol 007, mais un RC-135 américain de l'US Air Force. Ils étaient sur la trace d'un RC-135 qui décrivait très lentement des 8 au large des côtes et qui cherchait à détecter les essais d'un missile soviétique. L'avion espion américain se trouvait près de la frontière soviétique, juste sur la trajectoire du vol Korean 007. Au moment où leurs routes se sont croisées, les deux avions ont pu être confondus par les opérateurs radars soviétiques. Quand le 007 a pénétré leur espace aérien, les Soviétiques ont supposé qu'il s'agissait du RC-135. Cet intrus est arrivé. Alors ils ont suivi le protocole prévu dans le cas d'une telle intrusion. En cas de violation de la frontière, verrouillez et détruisez la cible. Reste une question. À quelle distance s'est approché le chasseur russe pour tirer? S'est-il aperçu que sa cible était un avion civil? Évidemment, les autorités soviétiques refusent tout interrogatoire de Gennady Osipovitch, le pilote de chasse. Et dans un premier temps, ces questions demeurent sans réponse. En décembre 1983, l'OACI publie les premiers résultats de l'enquête. Malgré l'absence de preuves absolues, le rapport conclut à une intrusion dans l'espace aérien soviétique suite à une erreur des pilotes du vol 007 dans la programmation de leur système de navigation. Selon moi, c'était la meilleure conclusion qu'on pouvait tirer de tout ce travail et des informations factuelles dont nous disposions en 1983. En résumé, pour eux, l'avion se trouvait là par accident. En ce qui me concerne, ce n'étaient pas les réponses que nous attendions. Et nous pensions qu'il fallait continuer à enquêter. Mais comment poursuivre l'enquête alors que la vérité est toujours cachée au cœur des boîtes noires
a priori enfouis dans les profondeurs de l'océan. Dans les mois qui suivent la catastrophe, la mer rejette des débris plus ou moins identifiables sur les côtes japonaises. Leur aspect conforte les enquêteurs dans l'idée que l'avion s'est pulvérisé au moment de l'impact. On ne sait pas où se trouvent les corps. Des vêtements ont été rejetés sur la côte. Sa pièce d'identité a été retrouvée sur les côtes japonaises. Évidemment, retrouver cette carte, ça signifiait que nous avions enfin quelque chose. Tout comme les familles, les enquêteurs eux-mêmes n'ont aucune idée de l'endroit précis où le crash a eu lieu. Enfin, les enquêteurs américains. Car les Russes, de leur côté, ont progressé. Beaucoup progressé. Dans le plus grand secret, ils ont en fait réussi, dans le mois qui a suivi l'accident, à localiser l'épave et même à récupérer les fameuses boîtes noires. Il y avait toute une pile de débris. Ils ont démonté cette pile à main nue jusqu'à ce qu'ils trouvent les boîtes noires. Il y en avait 2. Mais guerre froide oblige. Il n'est pas question pour Moscou d'avouer être en possession des précieuses boîtes noires. L'information est classée top secret et le restera durant près de 10 ans. Il va falloir attendre la glasnost, puis la chute du mur de Berlin et enfin l'effondrement de l'Union soviétique et l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin pour que les autorités russes se décident enfin à dévoiler la vérité. En 1992, les boîtes noires réapparaissent. Le dévoilement concret des enregistreurs de vol a été une véritable surprise. Tout à coup, ces nouveaux éléments nous promettaient quelques vraies réponses. Je savais qu'elles allaient me révéler des choses. Et je voulais reconstituer les faits à partir des enregistrements et les comparer à ce que nous avions écrit en 1983. Lors d'une cérémonie officielle, le nouveau président russe, Boris Yeltsin, remet les 2 boîtes noires aux autorités sud-coréennes. Un général du KGB m'a abordé et m'a dit ceci. Vous ne me connaissez sans doute pas, mais cela faisait 10 ans que j'avais ces enregistreurs dans un coffre-fort dans mon bureau. Je savais qu'il s'agissait d'un grand secret international. Ça me tracassait profondément. Tous les jours, j'entrais dans mon bureau, je regardais le coffre et je savais que les enregistreurs étaient là. Il m'a dit, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Cash Frostel reprend la tête d'une nouvelle équipe d'enquêteurs, cette fois-ci installée à Paris. Et clairement, depuis 1983, les temps ont changé. La preuve, Vladimir Kaufman, un expert aéronautique russe, participe cette fois à l'enquête. À l'époque, je travaillais pour l'Institut de l'aviation civile en tant qu'enquêteur sur les accidents d'avion. Il s'agissait d'une enquête internationale de très haut niveau. Le premier travail consiste à vérifier que les boîtes noires sont authentiques.
Dans de nombreux services, on soupçonnait les Russes ou les Soviétiques d'avoir trafiqué ou fourni de fausses cassettes. Nous devions donc valider l'authenticité des enregistrements à 110%. Ils étaient scellés. Je me souviens des cachets de cire. Des photographies ont été prises. Les scellés ont été rompus. Mais tout va bien. Les premières analyses le confirment, les boîtes sont bien celles du vol 007. On les a ouverts, on les a observés, on a validé les numéros de série, les numéros de modèle. Reste maintenant à vérifier qu'elles n'ont pas été tronquées par les soviétiques. L'état de la bande magnétique rend les enquêteurs soupçonneux. Lors de la procédure de nettoyage, on a relevé des coupures sur la bande qui avait été raccordée par les Russes. Il est peu fréquent qu'une bande se casse au moment de l'impact dans un crash. On a commencé par analyser les raccords où la bande avait été brisée. Puis des photographies en super macro ont été faites. L'une des techniques utilisées par les Français et que je ne connaissais pas puisqu'elle n'était pas utilisée aux États-Unis reposait sur une machine à analyse photographique. Il procédait grâce à l'agrandissement. Cela permettait en fait de visualiser les ondes magnétiques. Mais le test est négatif. La bande a juste été recollée. Rien n'a été coupé ni ajouté. En conséquence, les discussions enregistrées sont bien celles qui se sont tenues à bord du vol 007. Quoi? C'est déjà l'heure du petit déjeuner. Tu veux manger? Ça attendra. Malheureusement, l'écoute est décevante. Il paraît qu'il y a un service de change à l'aéroport. Pour quelle monnaie? Dollars en monnaie locale. C'est dans l'aérogare national. 52010. J'appelle American Air 1037. Évidemment, rien sur la bande n'indique que l'équipage est en train de mener une mission d'espionnage. C'est une conversation tout à fait banale. Soit ces types sont des comédiens ou des dissimulateurs dotés d'un sang-froid hors du commun, soit ils ignoraient vraiment où ils se trouvaient. Malheureusement, je penche pour cette deuxième hypothèse. La première hypothèse de l'espionnage étant définitivement enterrée, reste la seconde. Une erreur ou un oubli des pilotes dans la programmation de leur système de navigation, avec comme conséquence une violation de l'espace aérien soviétique. Pour les enquêteurs, cette hypothèse va se transformer en certitude avec le contenu de la deuxième boîte noire, celle qui enregistre les paramètres de vol. Les données ont révélé que l'appareil était resté sur un cap magnétique constant quasiment depuis son décollage d'Anchorage jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu le moindre écart du cap magnétique. Au final, la vérité est toute simple. L'équipage du vol 007 n'a jamais activé le système de navigation INS, permettant au pilote automatique de suivre les points de cheminement sur la route. Train d'atterrissage rentré. On passe 500 pieds. Ils ont tout simplement oublié une action basique dans leur procédure de vol. L'INS fonctionnait correctement. Il avait été programmé comme il fallait, et il égrenait les endroits où se trouvait l'avion, ou plutôt où il aurait dû se trouver. Mais le pilote automatique ne suivait pas les commandes de l'INS, il suivait la boussole. Il leur indiquait seulement où ils étaient censés être? Les enquêteurs découvrent aussi que les pilotes ont été piégés par l'ordinateur de bord. Alors que l'avion, pour faire simple, volait en suivant un cap à la boussole, le système de navigation, lui, continuait à afficher les points de cheminement comme si de rien n'était. Korean 007 vertical NIPI. Estimation de survol de Noka à 1826132,0. Durant des heures, rien n'est venu indiquer à l'équipage qu'ils étaient dans l'erreur. Et ils ont raté le seul indice qui aurait pu leur mettre la puce à l'oreille. Nous bénéficions d'un vent arrière assez fort. De combien de nœuds ce vent?
De 35 nœuds dans le 040. Le fait de se trouver dans des vents exactement contraires avec un avion qui les suivait à quelques minutes aurait dû les mettre en alerte. À cet instant, on voit que ça lui effleure l'esprit. Il réalise que quelque chose cloche terriblement. Il parle au pilote derrière lui et les vents soufflent à près de 180 degrés d'écart. Puis, il y a un silence. Et Chun, qui a un instinct de pilote, se dit que quelque chose est bizarre. Est-ce un indice que je dois creuser? Et il ne le fait pas. À ce moment-là, il aurait tout aussi bien pu sortir une arme et se la pointer sur la tempe. La catastrophe est donc due à une erreur humaine. En pleine nuit, un équipage trop confiant et pas suffisamment vigilant ne s'est pas aperçu que son système de navigation n'était pas enclenché et que son appareil dérivait dangereusement. Tout le monde commet des erreurs tôt ou tard. D'excellents pilotes font des erreurs. De moins bons également. Nous commettons tous des erreurs. En mettant en parallèle les conversations du vol 007 et celles des soviétiques, les enquêteurs réussissent à reconstituer, minute par minute, le scénario infernal du 1er septembre 1983. Les pilotes coréens sont persuadés d'être dans leur couloir aérien, et non pas 500 km plus au nord. Au même moment, les militaires soviétiques traquent un avion espion américain. Il y avait un véritable avion espion américain. Il était là. Il y avait deux avions qui se ressemblaient. Lorsque l'appareil de la Korean Airlines a franchi la frontière, il a été confondu avec l'autre avion. Alors qu'en pleine nuit tout est calme à bord du vol 007, l'alerte est donnée à l'aviation soviétique et une patrouille de chasseurs décolle pour intercepter l'intrus. L'identité de l'avion était tout bonnement inconnue. Il y aurait dû avoir des indices selon lesquels il s'agissait d'un avion civil égaré. Les indices montrant qu'il s'agissait d'un 135 manquaient. Mais les soviétiques alors impliqués n'ont pas eu le temps d'y réfléchir. La cible vole à grande vitesse et s'approche de la frontière. Mais les chasseurs ne sont pas assez rapides et le vol 007 quitte l'espace aérien soviétique avant d'être rejoint. Ils ont pensé avoir été espionnés, un point c'est tout. Malheureusement pour tout le monde dans cette histoire, c'était loin d'être terminé. Le 747 coréen poursuit sa route et fonce maintenant vers l'île de Sakhaline. Sakhaline était donc préparée. Et pour la seconde fois, le vol 007 pénètre l'espace aérien soviétique. Mesdames et messieurs, un petit déjeuner va vous être servi avant notre atterrissage à Gimpo qui aura lieu dans environ 3 heures. La cible vole à grande vitesse et s'approche de la frontière. Vous l'avez en ligne de mire? Je la vois à l'œil nu et sur mon écran. Cette fois-ci, la patrouille de chasseurs rejoint l'avion. Et le leader, le commandant Gennady Osipovitch, établit un contact visuel avec le vol 007. Envoyez une rafale d'avertissement. Mais l'équipage coréen ne s'aperçoit pas du tir de semonce. Mettez-vous en position d'attaque. Verrouillez et détruisez la cible. Compris. Cible verrouillée. Mise à feu. Objectif détruit. Tout s'est donc joué en quelques secondes. Les chasseurs ont pris le 747 pour l'avion espion américain et ont tiré. Il aura fallu presque une décennie pour que la vérité éclate et que le commandant Osipovitch accepte enfin de raconter sa version de l'histoire.
C'est lui qui a tiré le missile mortel sur le Boeing 747. J'ai vu l'appareil. Il ressemblait à un avion civil parce qu'il avait une lumière clignotante à l'arrière et une autre au-dessus. Mais on peut maquiller n'importe quel appareil de cette manière. On le dote de lumière clignotante et on a un avion civil. Je n'en ai donc pas tenu compte. Envoyez une rafale d'avertissement. Mais pourquoi les pilotes sud-coréens n'ont-ils pas réagi au tir de ce monstre? Habituellement, ceux-ci sont faits avec des balles traçantes visibles la nuit. Seulement ce soir-là, le commandant Osipovitch avait des balles ordinaires, invisibles la nuit. Ils étaient censés avoir des balles traçantes, mais personne ne les avait réapprovisionnées depuis plus de 6 mois, donc ils n'en avaient plus. Mais pour le pilote russe, même sans balles traçantes, les Coréens auraient dû l'apercevoir et réagir. Coréen 007. Lorsque je me suis rapproché, je volais à ce niveau-là et lui ici. Comment pouvait-il ne pas me voir? Mes feux étaient allumés. Tout était conforme au protocole. Il aurait dû me voir. Enfin, une terrible coïncidence a scellé le sort des 269 passagers et membres d'équipage du vol 007. 007 demande autorisation de monter au niveau 350. Coréen 007, montez et maintenez au niveau 350. Il a ralenti de telle sorte que je ne pouvais ni le dépasser, ni descendre, ni l'un ni l'autre. C'est là que j'ai compris qu'il s'agissait d'une intrusion ennemie. Ça l'a convaincu que ce n'était pas un avion civil et qu'il était en danger. Ma seule préoccupation était de le rattraper, de le neutraliser. Et c'est ce à quoi nous étions entraînés. Je me suis placé derrière lui, à son niveau, j'ai effectué une boucle, j'ai laissé un peu de distance entre nous, sans quoi les missiles n'auraient pas pu se verrouiller. Il devait faire vite parce que l'avion s'approchait des eaux internationales. Mettez-vous en position d'attaque. Compris. Cible verrouillée. Mise à feu. Gennady Osipovitch tire 2 missiles qui foncent à plus de 2000 km/h sur le Boeing. Un seul va faire mouche. Il touche le 747 au niveau de la queue, endommageant les systèmes hydrauliques et les commandes de vol. Il arrache aussi une partie du fuselage, entraînant une dépressurisation immédiate de la cabine. J'ai vu la première explosion juste sous la queue de l'appareil, et c'est tout. Les feux de l'intrus se sont éteints, et je suis rentré à la base. Descente d'urgence, descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la lanière. Placez le masque sur votre visage et ajustez la lanière. Alors que la cabine était en pleine dépressurisation, à un moment donné, le trou devait mesurer environ 50 cm². L'équipage réussit à maintenir en vol l'avion en détresse encore quelques minutes. Immédiatement après l'impact du missile, l'avion est monté au niveau 380. Puis, il s'est mis à descendre à plus de 5000 pieds minute. À ce moment-là, probablement, les pilotes ont définitivement perdu le contrôle de l'appareil. Plus rien ni personne ne peut éviter au 747 un plongeon mortel dans les eaux de la mer du Japon. C'est là que les enregistrements s'interrompent. D'après nos conclusions, le fuselage s'est probablement brisé à ce moment-là. Encore aujourd'hui, Gennady Osipovitch est persuadé d'avoir abattu un avion espion. Je savais qu'on ne m'aurait pas donné l'ordre d'intercepter un avion civil ou de fret. Uniquement s'il s'agissait d'un intrus. Nous ne lui avons fait aucun reproche. Contrairement à certaines familles qui disaient que c'était sa faute, que c'est lui qui a appuyé sur le bouton et les a abattus. Il leur fallait un coupable. Il est certain qu'il a dû vivre avec le poids de son acte. Et sa réaction pour parvenir à vivre et à dormir a été de se persuader qu'il s'agissait d'un avion espion sans passagers à son bord, qu'il n'avait pas tué 269 personnes.
Ça a été sa façon de voir les choses et d'y croire, et je ne peux pas lui en vouloir. L'enquête prit fin en 1993. Pour Cash Frostel, les faits étaient clairs et consignés dans son rapport officiel. Il avait démontré l'erreur des pilotes coréens, les conséquences sur leur trajectoire et la mauvaise interprétation de la situation de la part du pilote soviétique. La catastrophe du vol 007 était en fait un accident suite à une série de dysfonctionnements. À la fin de son rapport, Cash Frostel a fait une recommandation pertinente: l'installation sur les pilotes automatiques d'un voyant lumineux pour indiquer s'ils sont ou non en fonction. Le drame du vol 007, c'est que cela n'aurait pas dû se produire. Ce n'était pas inévitable. C'est le résultat d'une succession d'incidents, de malentendus, de mauvaises décisions préformatées. Lorsque ma sœur Mary Jane m'a dit au revoir à l'aéroport, elle m'a serré si fort dans ses bras. Je lui ai dit, « Mary Jane, j'ai l'impression que je ne vais jamais te revoir. » Le vol 007 de la Korean Airlines a joué un grand rôle dans ma vie. Il m'a beaucoup tenu à cœur. Cela m'a beaucoup attristé. Et toute ma compassion et mes condoléances durant toutes ces années sont allées droit à ces familles.